L'invité d'ici. Notre invité, Thierry Baud, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts dans le département des Hautes-Alpes. Alors, parmi les sujets qui ont été évoqués, donc les lignes très haute tension que nous avons évoquées dans le cadre de nos journaux avec votre ferme opposition et l'espoir de voir le ministre Philippe Martin, eh bien, en dernier lieu, finalement, demander à ce que ERDF revoie sa copie. Vous êtes ferme et déterminé là-dessus. Le sera-t-il, lui, dans l'ambiance gouvernementale où on sent les écologistes pas forcément en accord avec la ligne de l'Élysée? C'est pas qu'on n'est pas en accord avec la ligne de l'Élysée, c'est qu'on trouve qu'au bout du compte, le résultat est un peu faible aujourd'hui par rapport à tout ce qui était envisagé, en particulier dans l'accord de gouvernement que nous avions passé avant la présidentielle. Après, oui, on fonde de grands espoirs vraiment sur la position de Philippe Martin. On espère pouvoir déjà le rencontrer quand il va venir dans le département début octobre pour pouvoir en discuter avec lui. Et puis, c'est confirmé ça ? A priori, oui, il doit être là le 11 octobre. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux et en contact direct avec le ministre, mais a priori, il sera là le 11 octobre et on espère qu'il trouvera un moment pour discuter de tout ça avec nous. Alors, dans les sujets évoqués ou les sujets un petit peu de cette rentrée, cela fera l'objet d'ailleurs du débat principal du Conseil général ce mardi, les stations de sport d'hiver, l'avenir de ces stations. Vous avez quelle position, j'allais dire, d'esprit ou quelle posture sur ce dossier en disant, vous avez tout dans le cadre de vos propos précédents confirmé la nécessité de maintenir le tourisme d'hiver, mais comment vous percevez cette question qui anime un petit peu tout le monde en ce moment, mais finalement, quel modèle peut marcher ? Ce qu'on constate, nous, déjà, c'est que ça fait 10 ans qu'on annonce que le modèle de la croissance à tout crin va se casser la figure et qu'aujourd'hui, on est obligé de constater, jour après jour, qu'on avait raison. Il y a des difficultés aux Ors, il y a des difficultés monstrueuses à Risoul, il y a des difficultés dans le Champsaur, il y a des difficultés dans le Queyras. Il est peut-être urgent maintenant de se poser 5 minutes et puis de réfléchir sur le long terme. C'est-à-dire pas de la réflexion à la petite semaine pour boucher les trous là où il peut y en avoir, mais est-ce qu'on peut continuer à se développer sur ce modèle-là ? Ce qui est rassurant, c'est que j'entends là aussi au fil des jours toute l'élite politique du département qui se pose la même question. Donc au niveau d'Europe Écologie Les Verts, ce qu'on va faire, c'est qu'on organise donc le 7 décembre un forum sur la question pour essayer de réunir avec nos collègues des Hautes-Alpes un certain nombre de gens pour réfléchir, essayer de faire émerger un nouveau modèle. On ne peut pas mettre à terre le tourisme d'hiver sur le département. On est bien d'accord avec ça, c'est un vrai enjeu. Et on le voit à Risoul. Risoul, c'est emblématique. Qu'est-ce qui se passe ? Un opérateur privé qui vient récupérer le bénéfice et puis au moment d'investir, hop, qui disparaît et qui plante tout le monde. Qui plante la commune, qui plante le conseil général, qui plante les entreprises, ce que disait tout à l'heure le patron de l'UPE, et puis qui plante les habitants qui vont payer 2 fois la note. Ils vont la payer une fois comme contribuable, parce qu'il va bien falloir renflouer, et puis ils la payent aussi comme salariés. Et le drame social qui va se jouer à Risoul dépasse largement la simple station. C'est pour toute la région de Risoul. Donc il faut qu'on arrive à se poser une question. Comment demain on organise le tourisme d'hiver et on développe les stations de ski pour avoir une plus-value sociale, environnementale et économique satisfaisante pour le département ? Alors on va revenir à présent sur le congrès de samedi, votre congrès régional, en écoutant Karim Zeribi, très médiatique député européen, qui s'est exprimé un petit peu sur sa vision. Alors c'est intéressant, ça change un peu des propos récurrents que l'on traite avec vous. Sa vision du développement des quartiers dits un peu sensibles dans les villes, et ce à l'occasion des sujets que nous avons réalisés la semaine dernière sur des quartiers comme les Coteaux du Forest à Gap. Karim Zeribi. Et c'est tout à fait valable pour des petites villes comme Gap. Lorsqu'on a une problématique de quartier populaire, elle débute toujours avec des problèmes qui apparaissent mineurs. Et puis c'est la dégradation et le non-traitement de ces problèmes qui fait enfler la problématique et qui la rend après beaucoup plus complexe à aborder. À Gap, si on a des quartiers aujourd'hui un peu populaires qui ressentent une forme d'abandon en matière d'habitat, en matière de services publics, en matière de transport, on va avoir demain des problématiques beaucoup plus lourdes à gérer que si on les gère aujourd'hui en amont, un peu par prévention, j'ai envie de dire. Donc ne laissons pas les quartiers de Gap devenir les quartiers nord de Marseille. Donc ce serait une erreur fondamentale pour la République. Donc il faut aujourd'hui apporter des réponses. Et des réponses qui doivent aussi être posées par la contrainte faite aux OPHLM, parce qu'il faut aujourd'hui qu'ils prennent leurs responsabilités en réinjectant, réinvestissant là où il faut, comme il se doit, pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais avec une approche économique, sociale, écologique qui doit aujourd'hui ne plus être séparée. Ça doit être notre triptyque. Le développement de notre pays aujourd'hui en zone rurale et en zone urbaine doit se faire sur une triple approche, une question sociale, on a le problème de l'emploi, une question économique, il faut sauver nos entreprises, et une question écologique, parce que c'est l'enjeu du 21e siècle et on ne peut pas passer à côté. Un personnage que ce Karim Zeribi, qui s'est donc exprimé sur un sujet sur lequel vous êtes forcément en accord, Thierry Baud.
Sur un sujet où on est en accord, et puis sur un sujet qui est intéressant, il faisait samedi le parallèle entre les quartiers populaires et les zones rurales, parce que sur un certain nombre de problématiques, on a les mêmes. De distance au service public, de distance avec l'État et avec les services de l'État. Là, sur les quartiers, on en discutait aussi samedi, quand on parle au plan national de rénovation énergétique, on dit on va rénover les bâtiments pour consommer moins d'énergie pour les chauffer. Ça rejoint la préoccupation environnementale, rejoint aussi la préoccupation économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse dans les budgets d'un ménage modeste? C'est le chauffage. C'est l'énergie pour faire tourner la maison. Et c'est vrai, il le dit, peut-être que les offices HLM prennent pas suffisamment en compte ces données-là. Aujourd'hui, on arrive à construire dans le département des maisons passives, c'est-à-dire des maisons qui ne consomment aucune électricité, voire même qui produisent plus d'énergie que ce qu'elles en consomment. Pourquoi on n'adapte pas ça au logement social? C'est une vraie piste de travail. Et quand on dit on veut faire de l'écologie, c'est vrai que souvent, les problématiques de l'écologie, elles sont issues des zones urbaines. Mais il faut qu'on arrive à faire émerger un vrai programme écologique pour les zones rurales et pour les quartiers populaires, de manière à ce qu'on ait une écologie qui soit partagée par l'ensemble des citoyens du pays. Alors, on va, pour une fois, Thierry Baud, éviter de passer en revue les sujets relatifs au désenclavement. Vous êtes exprimé la semaine dernière sur cette rentrée ou fausse rentrée de l'autoroute A51, etc. Mais n'y revenons pas, c'est des sujets maintenant qu'on peut qualifier d'un petit peu de serpent de mer. Mais évoquons plutôt avec vous l'échéance politique que constituent les élections municipales. C'est très bientôt, hein, c'est au mois de mars prochain. On parle beaucoup de vous dans différents secteurs, particulièrement sur la ville de Gap, où on entendait le candidat investi par le Parti socialiste dire qu'il avait encore espoir que vous le rejoigniez dans sa candidature aux élections municipales pour une liste commune dès le premier tour. Pour l'instant, sur Gap, la période est à la réflexion. Donc Europe Écologie Les Verts réfléchit, consulte, réunit des partenaires, des gens qui seraient intéressés, et on n'a pas pris de décision sur Gap. Ça me semble très difficile aujourd'hui d'envisager un accord de premier tour, ne serait-ce que parce que le problème qu'on a avec Bernard Jousseau, c'est qu'il voudrait bien, mais il ne crée pas les conditions nécessaires au rassemblement. Il a un certain nombre de prises de position qui sont absolument incompatibles avec les prises de position des écologistes, et ça va rendre les choses très difficiles. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on discute. On discute avec Bernard Jousseau, on discute aussi avec Jean-Claude Ayrault, et puis il faudra que dans les semaines qui arrivent, on prenne une décision définitive. Après, on va se concentrer, nous, surtout sur les deux mairies actuellement, qui sont des mairies Europe Écologie Les Verts, qui sont Guillestre avec Bernard Leterrier et Puy-Saint-André avec Pierre Leroy, sur lequel on voudrait, nous, arriver à mettre en avant le bilan, parce qu'ils ont tous les deux un très bon bilan sur leur commune, avec beaucoup de choses entamées, en particulier sur la question des énergies à Puy-Saint-André, sur le chauffage et la filière bois à Guillestre. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en avant. Et puis, on a aussi des élus à Briançon, à Saint-Martin-de-Carrière, par exemple, qui sont dans les exécutifs municipaux. Et là aussi, je pense qu'on ira vers des accords de premier tour à Briançon et à Saint-Martin pour reconduire ces exécutifs-là. De toute façon, aujourd'hui, la question, c'est comment on arrive à mettre en place, avec nos partenaires socialistes ou du parti de gauche ou du front de gauche, de vrais contrats de mandature. C'est-à-dire pas faire une union pour une union, pas faire une union simplement pour avoir les 3 logos sur la profession de foi et pouvoir dire « je suis le leader de la gauche unie », mais pour pouvoir dire aux électeurs « voilà, ensemble », ce qu'on va faire, et soyons clairs sur ce qu'on va faire et ce à quoi on s'engage. Vous n'avez pas cité le cas de la ville d'Embrun. Est-ce que vous comptez, vous serez partie prenante à Embrun, comme ça a toujours été le cas? On sera partie prenante à Embrun, comme ça a toujours été le cas. Il y a des discussions qui sont en cours avec l'ensemble de la gauche embrunaise et la société civile. Et on aura, oui, très très certainement une candidature sur Embrun, mais là encore, on laisse la concertation se tenir entre les citoyens et les acteurs d'Embrun avant d'annoncer une décision. Dans un instant, ce sera le Forum des sports d'ici, mais on va vous garder, Thierry Baud, encore un instant pour les rendez-vous de la mi-journée que nos éditeurs connaissent bien à présent. Et d'abord ceci. Miroir, mon beau miroir. C'est une petite visite que l'on a prise. On présente un miroir à notre invité. Aujourd'hui, donc, vous, Thierry Baud, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il nous dit spontanément ce qu'il y voit. D'ailleurs, les réponses sont très différentes en fonction de nos invités. Qu'est-ce qu'il y voit? Dans le miroir, Qu'est-ce que je vois? Je vois le représentant d'un parti politique qui essaye au maximum de donner la parole à la société civile et d'amener de l'innovation politique dans le département. Notre vrai souci aujourd'hui, quand on entend les responsables politiques se succéder dans les médias ou sur les tribunes, c'est que généralement, on ressasse toujours les mêmes choses. On ressasse de vieilles solutions, on reparle de vieux dossiers enterrés depuis des dizaines d'années. Et puis, on oublie d'imaginer l'avenir et d'imaginer les nouvelles solutions. Nous, c'est ce qu'on souhaite faire sur ce territoire-là, c'est amener de l'innovation politique. C'est ce qu'on a fait samedi, c'est ce qu'on fera encore tout l'automne. C'est quelles nouvelles solutions on peut trouver pour les problèmes auxquels
nous sommes collectivement citoyens, acteurs politiques, élus, confrontés. Et ça, moi, j'aimerais bien qu'on sorte un peu du jeu politique traditionnel et puis qu'on puisse se dire, on nie pas les problèmes. Aujourd'hui, tout le monde voit les problèmes et généralement, sur le problème en tant que tel, il y a consensus. Tout le monde dit qu'il y a un problème sur le loup, tout le monde dit qu'il y a un problème sur la mobilité dans le département ou il y a un problème sur les stations de ski. Alors, imaginons de nouvelles solutions qui soient des solutions efficaces. Écoutons la question que vous a posée notre invité précédent, c'était Boris Perdigon, le président de l'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes, c'était vendredi dernier. Est-ce que si je roule en Zoé Renault électrique, je pourrais emprunter bientôt l'A51 ? Alors, il est assez jeune, je crois, Boris Perdigon. Malgré tout, je crains que d'ici à ce qu'un très hypothétique A51 se fasse, il ne sera plus en état de conduire quoi que ce soit. Donc je ne crois pas que ce soit une question de Zoé électrique. Par contre, je parlais d'innovation politique et de concertation tout à l'heure. S'il le souhaite, on peut commencer à réfléchir au contrat de plan État-région qui va arriver et qui va être un vrai enjeu pour le département. C'est comment, dans le contrat de plan État-région qui va se négocier là dans les 6 ou 9 mois qui arrivent, on va pouvoir intégrer, là, en particulier, la rénovation des infrastructures routières sur le nord du département et la connexion avec Grenoble. De la même manière, comment on va réfléchir dans ce contrat de plan État-région pour améliorer encore la desserte ferroviaire du département. Donc, l'autoroute, on est tous d'accord maintenant, ou quasiment tous, c'est terminé. Essayons de réfléchir au reste. Et ça, c'est vraiment important, beaucoup plus que de savoir si sa voiture est à essence, à diesel ou à électricité. c'est pas difficile à vivre pour vous, quelquefois, ce sentiment d'être finalement un petit peu esseulé, parce que lorsqu'on regarde, les forces économiques sont plutôt en opposition avec vos thèses, les parlementaires qui, j'allais dire, sont dans la même mouvance nationale avec la majorité de gauche et qui suivent le président Hollande, sont sur le terrain, souvent en contradiction également avec vous, c'est le cas sur les lignes très haute tension, voire sur le désenclavement. C'est pas compliqué pour vous d'être un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, mais esselé un petit peu? Je vais dire, le problème pour nous, c'est pas tant d'être esselé, le problème, c'est que généralement, on est en avance, c'est-à-dire qu'on voit les problèmes avant et on pose des questions qui sont rejoints après par la meute un petit peu plus tard. Mais donc je ne dirais pas qu'on se sent esselé. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'on est toujours obligé de convaincre pour, in fine, se rendre compte que, tiens, la question qu'on posait sur les stations de ski il y a 10 ans, elle n'était pas si idiote que ça. Notre invité demain, Michel Lanfranchi, le président de la CCVU. Alors, c'est la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Quelle question peut vous venir à l'esprit, un peu spontanément? Ce week-end, on parlait des territoires, de la fracture territoriale avec les copains et les militants et les citoyens qui étaient venus au forum. La question que je pourrais poser à un élu de la vallée de l'Ubaye, c'est comment lui voit l'évolution du millefeuille territorial dans l'Ubaye. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Ubaye, il est toujours dans les Alpes de Haute-Provence? Est-ce qu'il est dans les Hautes-Alpes? Ou est-ce que l'avenir est dans une nouvelle formule, une coopération 0405, une nouvelle entité qui viendrait réunir les deux départements, ou un rattachement de la CCVU directement au département des Hautes-Alpes? Thierry Beau, merci beaucoup. Merci à vous.